on va terminer cette matinée avec notre grosse table ronde. Bonjour à tous les quatre. On peut applaudir Margarita Zlatkova, qui a fait des cascades à la montagne et qui du coup en béquille, directeur digital de Weborama. Baptiste Berger, bonjour Baptiste de Media Square. Edwin Gielen de Numberly et Théo Ferté de Gamned. Bonjour à tous les quatre. Alors, on va peut-être se présenter rapidement. Margarita, directrice digitale de Weborama. Weborama est une vieille marque du secteur qui s'est transformée ces dernières années. Comment on vous présente aujourd'hui ? Aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on nous présente, alors on nous a toujours, mais encore plus aujourd'hui, comme un spécialiste de la data, donc la Data Intelligence Platform. Et la data prend encore plus d'importance dans le contexte actuel. Alors non seulement quand on parle d'empreinte carbone, et on en parlera tout à l'heure, mais aussi dans le contexte de disparition de cookies tiers. On a besoin de retrouver les capacités du ciblage qu'on avait avant. Précédemment. Très bien, et on va y revenir. À votre droite, Baptiste. Bonjour Baptiste, directeur commercial, je disais, de Media Square. Est-ce que vous pouvez présenter également Media Square en quelques mots ? Oui, alors tout à fait. Media Square, c'est l'alliance de programmatique des éditeurs français. On est la régie des éditeurs français. On représente un peu plus de 300 marques médias. C'est un peu plus d'1 milliard d'impressions disponibles par jour sur le réseau, sur à peu près tous les formats publicitaires possibles. Alors une régie, mais aussi un peu de technologie. Et pas mal de techno, notamment, qui permet de réduire l'empreinte carbone de la chaîne programmatique. Et on va y revenir. Théo, team leader média chez Gamned. On peut présenter Gamned également ? Bonjour à tous déjà. Gamned, donc, c'est un trading desk qui existe depuis plusieurs années, depuis 2009. C'est par plein d'étapes, par du TF1 Unify, redevenu indépendant, etc. Et depuis peu chez Biggie Group, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, c'est assez récent. Donc c'est spécialisé dans l'achat de publicité programmatique, on est présent dans plein de pays. Quelques chiffres peut-être ? On est présent physiquement, on va dire, dans 8 pays, pardon. Et après on a une capacité de diffusion dans plus de 50-60 pays au quotidien, pour des centaines de clients et d'annonceurs sur toute typologie de publicité digitale, donc du social, du DOH, de la vidéo, du programmatique, etc. Très bien. Et Edwin Gielen, bonjour Edwin. Bonjour. VP Digital Media chez Numberly. Numberly, un spécialiste de la data qui vient du monde du CRM et qui est également très puissant dans l'univers de la pub programmatique, c'est bien ça ? Tout à fait. On est aussi une vieille marque, sauf qu'on s'est rebrandé. On s'appelait Mille Merci avant, et pour l'international qui s'est aussi très fortement développé. Je vous laisse imaginer un peu les galères de présenter Mille Merci. Donc on a choisi notre nom, oui. voilà, en anglais. Voilà. Mille Merci. Merci, Thousand Merci, c'est pas terrible. Du coup, on a décidé de prendre un nom international et effectivement, on vient de la data et nous, on a appris à faire du média. On vient plutôt de l'adtech. Comme Gamned, voilà aussi. Et donc, voilà, plutôt de la surcouche data, beaucoup de surcouche techno aussi, pour essayer d'être, je dirais, un technicien du programmatique et essayer d'aller exploiter au mieux les capacités du programmatique. Alors, on a déjà abordé la question. Margarita, ces questions de réduction de l'empreinte carbone et d'optimisation électrique, ce sont des sujets récents chez Weborama ? Alors, il y a eu 2 prises de conscience chez Weborama, puisqu'on est une adtech à la base. Donc, effectivement, un peu ce que disait Edwin, on est adtech qui est passé dans l'achat programmatique. Donc, on a effectivement une très forte prise de conscience d'utilisation des ressources infrastructures côté adtech. Et on a très vite appliqué ça aussi sur le programmatique, parce qu'on utilise beaucoup d'outils propriétaires. Et en fait, on a très vite pris conscience dans beaucoup de discussions, notamment depuis 2019, quand on a commencé à discuter avec les SSP, les DSP sur le SPO. Ça démarrait tout juste. On peut peut-être redonner la définition du SPO. Oui, effectivement, le Supply Path Optimization, ça permet effectivement de trouver le chemin le plus court vers une impression. En fait, quand il y a plusieurs sellers qui proposent la même impression, l'objectif c'est de trouver celui qui va proposer le chemin le plus direct, avec le moins soit de resellers ou soit de redirect derrière. Et ces discussions-là, nous, on a commencé à les avoir, mais c'est arrivé en France à peu près en 2019. Et c'était pas un sujet carbone à la base. Et ce n'était pas un sujet carbone à la base, mais nous, on a pris une conscience dans les tests des SPO, dans les discussions avec les DSP et SSP, qu'il y avait énormément d'impressions inutiles et qu'on avait beaucoup d'appels en fait qui ne servaient pas à grand-chose. Et en fait, on a très vite mis en place des best practices pour justement éviter ce côté surcharge infra.
Donc, qui venait. Et en fait, la prise de conscience carbone, elle est arrivée à peu près il y a 2 ans, 2 ans et demi, quand on a commencé un petit peu plus aussi le marché à s'y intéresser. Et on a en fait raccroché les wagons entre les pratiques qu'on avait déjà en termes de consommation d'infra, consommation d'enchères, à ce type de problématique. Donc ça s'est fait vraiment en deux étapes chez nous. Baptiste, chez Media Square, la prise de conscience également, elle date de ces années-là? Oui, tout à fait. Ça fait à peu près 2 ans. Pareil, au départ, sur les sujets du SPO. Nous, l'approche qu'on a sur le SPO, c'est pas forcément le chemin le plus direct, c'est le chemin le plus malin, le plus intéressant, le plus efficace. Et c'est dans ce cadre-là, on s'est dit, oui, effectivement, plus vous branchez de partenaires côté vente, plus il y a de bidders dans votre header bidding, et forcément, plus vous avez de chances de vendre votre impression à un meilleur prix, donc de générer des revenus incrémentaux. On peut peut-être rappeler ce que c'est que le header bidding. Alors, c'est une pratique qui a été beaucoup poussée par les publishers ces dernières années. Tout à fait. Alors, le header bidding, c'est la possibilité d'appeler depuis le device de l'utilisateur les différents partenaires de monétisation. Donc ça permet de le faire plus rapidement et donc d'en appeler plus. Et comme je le disais, plus on en appelle, plus potentiellement on peut générer de revenus. Mais ça a deux limites. Effectivement, ça ne sert à rien d'appeler tout le monde puisque le gâteau n'est pas infini. Donc il faut appeler les bidders qui vont avoir un incrément. Nous, on a développé un outil qui s'appelle Auction et qui permet justement de mesurer l'apport incrémental de chacun des bidders. Et puis après, une fois qu'on a sélectionné les bidders qu'on va garder, de ne les appeler qu'au moment où ils vont être pertinents. Alors on est déjà en train de parler d'éco-gestes, mais en tout cas, cette partie header bidding, vous avez eu conscience qu'évidemment c'était gourmand en électricité et qu'il allait falloir optimiser ça, c'est ça? Exactement, c'est à ce moment-là on s'est dit il faut faire quelque chose et l'équipe technique qu'on a chez nous, qui représente un tiers des effectifs, a décidé de se pencher passer à l'action. Théo, également chez Gamned, cette prise de conscience, elle date de quand? Nous, il y a eu deux grandes étapes principales. Une première étape qui date un petit peu, mais plus liée à la conscience collective et interne à la boîte, en disant faut faire attention au volume de mails, à la gestion des créatives, le volume qu'on envoie, etc. Mais la vraie décision sur la publicité programmatique, en tout cas, elle date exactement comme Margarita et Baptiste de l'époque SPO, header bidding, etc., qui a commencé à envoyer énormément de volume, de voir aussi sur le marché de plus en plus d'acteurs et de surcouches, on en parlait tout à l'heure, qui s'ajoutent pour piloter, pour traquer plus de campagnes, se dire en fait, il commence à y avoir énormément de choses. Est-ce que tout est nécessaire et quel est l'impact derrière sur le dégagement du CO2? Ok, Edwin, même question? Je ne veux pas être hyper innovant, je pense que tout le monde l'a senti ce matin, mais c'est une vraie accélération depuis 2 ans et c'est une bonne chose. Je pense qu'en fait, cette accélération, elle vient, c'est systémique, quoi. C'est juste que ça se diffuse partout. Là, on parle aujourd'hui plutôt de la partie digitale de la publicité, mais en tout cas, j'espère que c'est systémique et que ça se diffuse partout. Quand on voit effectivement là où on est aujourd'hui, le monde contribue aussi beaucoup avec les autres médias à diffuser, à sensibiliser sur ces sujets-là. Et c'est aussi pour ça que ça s'accélère. Mais pas de grosse surprise de notre côté aussi, ça s'est fortement accéléré depuis 2 ans autour de l'aspect carbone et on se rend compte qu'effectivement il y a plein de choses qu'on faisait qui étaient déjà positives pour le carbone, mais on ne le regardait pas sous cet angle-là. Edwin qui est venu en vélo en plus ce matin, donc c'est vraiment un sujet important pour lui. On peut l'applaudir, tout à fait, vous avez raison. Je suis pas le seul. Alors parlons concrètement des éco-gestes sur peut-être la partie en amont de ciblage, de capping, de visibilité. Margarita, chez Weboarama, comment vous apprenez cette question? Alors plusieurs choses. En termes d'éco-gestes, nous on a très vite en fait mis un certain nombre de, justement quand on parle du guide, un certain nombre de ce qu'on dit dans le guide qui est du bon sens. C'est très rapidement qu'on a mis en place ce type de pratique, notamment effectivement en termes de capping, qui est, on peut dire, de très très bon sens, mais très souvent quand on fait des campagnes programmatiques, le capping c'est quelque chose qu'on laisse l'algorithme gérer tout seul. Il y a des stratégies qui sont très gourmandes en capping, en exposition, comme le retargeting. Donc le capping, on rappelle, c'est plafonner le nombre d'expositions, effectivement. Et ça, c'est une des bonnes pratiques sur lesquelles on veille beaucoup. Notamment, on suit l'effet de chaque impression publicitaire sur le résultat final de la campagne. En fait, chacune des stratégies d'achat va avoir un capping spécifique par rapport au résultat attendu. Plus un capping unifié sur la totalité de la campagne pour éviter la surexposition et éviter effectivement l'effet déjà surcharge de l'utilisateur et l'effet négatif complet sur la campagne. Donc ça, c'est très important dans certaines campagnes, notamment les campagnes de performance, sur lesquelles on a l'habitude chez Weboarama. Si on laisse les algorithmes, ils vont aller chercher les impressions les moins chères, forcément. Plus on fait d'impressions, plus on a de la chance de faire de la conversion. Donc l'algorithme laissé à lui-même
effectivement, il est programmé pour ça, il va aller faire le maximum. Donc en fait, derrière, avec des optimisations manuelles, il faut travailler sur l'exposition, il faut travailler aussi sur le SPO, sur le chemin On va y revenir sur du la choix. partie SPO. Effectivement, il faut travailler aussi sur la visibilité. On le fait tous et on surveille tout ça. Une exposition qui n'a pas été vue, une publicité non affichée, ne sert à rien, surtout dans les campagnes de performance. Dans les campagnes de branding, encore, on peut se poser des questions en se disant une vidéo qui a été en bas de la page, qui s'est réduite, peut-être qu'elle a attiré un peu l'attention, mais sur de la performance, une bannière non vue égale des impressions inutiles. Donc éviter de gaspiller, en gros, Éviter des appels de serveurs, des gaspiller, impressions. effectivement. Et donc, effectivement, il y a aussi la partie ciblage, dont on a parlé rapidement, qui est très, très importante. D'abord, la qualité de la data, c'est s'appuyer sur de la data qui est vraiment très qualitative pour identifier en amont de la campagne les bonnes personnes. On a, quand le programmatique est arrivé en France, c'était la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Mais effectivement, le ciblage, il continue à faire ça. Il est très important pour faire ça. Il est très important pour, en amont de la campagne, identifier quelles sont les bonnes audiences, aller les cibler, mais aussi tout au long de la campagne, en fait, revoir ces audiences en fonction des résultats. Et justement, on parlait tout à l'heure de supprimer, Marion parlait sur le fait, et Adeline aussi, sur l'importance de supprimer les deals obsolètes. Mais revoir ces ciblages tout au long de la campagne en fonction des résultats, c'est tout aussi important. Parce que des fois, on enchaîne, j'en mets 1, 2, 3, 10, 15. Il y en a quelques-uns qui marchent, les autres, je les laisse quand même. Ça aussi, ça engendre en fait beaucoup d'impressions non nécessaires, beaucoup de bidding, beaucoup d'enchères. Et donc, c'est important aussi que la data évolue en même temps que le résultat de la campagne, que le média. C'est un combo, Ouais. data plus média. Baptiste, c'est cette partie ciblage, inventaire. Oui, alors c'est un sujet qui est très important, notamment chez nous. On représente, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de sites. Donc on peut faire pas mal de choses et c'est important de pouvoir bien les cibler pour pas toucher n'importe qui, n'importe quand. Et c'est après tout la première impression, c'est le premier niveau qu'on peut faire, c'est sur l'impression, n'avoir que des impressions utiles. Évidemment, comme le disait Marion tout à l'heure, il faut aussi bien faire attention et comme le disait Marion et Adeline, bien faire attention à bien nettoyer les bibliothèques de deals. Parce que nous, ça fait 10 ans qu'on existe maintenant, donc si on n'avait pas fait ce travail-là avec nos partenaires SSP, on aurait un nombre incroyable de deals qui continueraient de tourner pour rien. On parlait de visibilité. Hein. Aujourd'hui, tout votre inventaire, j'imagine, est suivi sous cet indicateur. Alors, oui, non. En grande partie. En grande partie. Les éditeurs ont énormément progressé sur ces sujets. Les inventaires sont plus visibles que précédemment. Il y a un sujet sur la France où également été les pionniers, hein, d'ailleurs. Absolument, absolument, et qui est devenu vraiment un standard. Il n'y a pas un deal aujourd'hui qui part sans un minimum de visibilité. Après, la réalité, c'est qu'en open, il y a encore des choses pas visibles qui s'achètent, effectivement beaucoup moins cher. Donc, on tombe sur les effets de rebond dont on parlait. En tant que régie, on est quand même là pour générer des revenus. Donc, on ne peut pas se permettre de dire « Ah bah non, du coup, comme c'est pas visible et que ça fait un effet de rebond, on va pas le vendre. » On n'est pas encore à ce niveau-là. Sur la partie open, les acheteurs restent eux-mêmes, donc je leur laisserai expliquer parfois certains choix. Mais en tout cas, nous, à partir du moment où c'est acheté en deal ou en gré à gré, il y a toujours un minimum de visibilité qui est mis et on pousse sur des ciblages. D'ailleurs, on a travaillé des ciblages ensemble avec Weborama parce que c'est comme ça qu'on peut être le plus efficace et gaspiller le moins d'impressions possible. Théo, c'est quoi les éco-gestes, les bonnes pratiques justement en amont pour mieux cibler les campagnes ? Ça reprend principalement les points que vous avez soulevés, notamment la data, la qualité de la data qu'on va choisir de cibler. Et aussi, nous, chez Gameland, on a un axe très manuel, si je peux dire, un peu old school. On va travailler beaucoup à la mano, même si on est utilisé par les algorithmes, et j'en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai bien aimé le sujet sur les algorithmes. Mais on va justement faire attention à ce volume d'impressions. Il y a quelques années, je veux dire, il fallait envoyer le plus d'impressions possible pour aller générer une conversion, s'attribuer quelque chose, etc. Et c'est plus l'objectif maintenant. C'est justement pas forcément de réduire ses coûts. On entend discuter sur l'open ou le deal. En tant qu'acheteur, on a une tendance à se concentrer à fond sur l'open pour réduire nos coûts parce qu'on a des objectifs à atteindre auprès de nos clients. Maintenant, la qualité prévoit. Les algorithmes sont maintenant un vrai atout, un vrai partenaire. On a un algorithme en interne pour nous aider à acheter qui est basé sur la pression utile. Donc, c'est le nombre d'impressions, optimiser en fait, réduire ce volume d'impressions pour générer un événement, que ce soit un clic, une conversion, une visite, etc.
Et donc c'est une vraie prise de conscience, en tout cas à l'achat, à la moindre impression, se dire voilà, on va chercher de la qualité. Et ça dépend aussi derrière de l'analyse des campagnes, de comment sont analysées par nos annonceurs. On en parlera tout à On va l'heure. en parler après de la partie. Voilà, mais voilà, principalement. Edwin, ce serait quoi les éco-gestes qu'on pourrait suivre en matière de ciblage? Je sais pas, j'avais cru comprendre par exemple qu'on pouvait exclure les inventaires 4G, 5G, des choses comme ça. Tout à fait. En fait, j'ai envie de dire, tout est performance. Après, la vie n'est pas que la performance, mais tout peut être vu sous l'angle de la performance. Et ce qu'on dit là beaucoup tous, et ce que nous, on a aussi constaté, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'aspects de l'achat média programmatique qui, quand on est au service de la performance, on va essayer d'aller chercher ce qui délivre la meilleure performance. Donc, comment c'est mesuré aussi. C'est un peu ça, hein, le nerf de la guerre dans tout ce qu'on a. On y reviendra peut-être après aussi, évidemment. Mais là, je parle vraiment de la mesure média, l'indicateur de performance média. Donc, c'est drôle parce qu'on parlait il y a quelques années plutôt de cookie bombing. Maintenant, on n'en parle plus trop, c'était un peu négatif. Hein, parce qu'on bombarde quoi, pour être partout. Des gâteaux. Voilà, ouais, ça reste des gâteaux. Mais en gros, des bombes et des gâteaux. Un modèle à Lastclick qui va être plus gourmand qu'un modèle à Lastview, c'est ça? Oh là là. Oui, oui et non, je sais pas. Je sais pas encore répondre à cette question. Peut-être que demain on saura le faire avec la mesure, mais en tout cas, il y a tout un volet de l'optimisation qui est évident. Le capping, en fait, c'est évident, c'est-à-dire que il y a un optimum au-delà duquel le capping incrémental, l'impact il est marginal. Donc en fait, c'est un gâchis d'euros investis pour le client. Et en fait, on pourrait prendre cet euro, le mettre ailleurs pour avoir plus de performance, pour rapporter de nouveaux individus en performance. Donc ça, c'est une logique, en tout cas c'est ce que nous on a toujours appliqué dans cette logique un petit peu d'aller chercher l'optimisation. La visibilité, c'est plus compliqué. C'est un sujet plus touffu parce qu'on s'arrête à une moyenne, mais c'est bien d'aller regarder au niveau individuel. Et là, quand j'embête très souvent nos amis data analystes et data scientists chez nous, quand on va les voir et qu'on leur dit fais-moi le meilleur CPA ou la meilleure complétion avec la visibilité la plus élevée. Là, souvent ils me disent en fait c'est une contrainte, je peux pas faire les deux. Tu me donnes la contrainte et après je respecte ta contrainte et je fais le mieux par rapport à ma contrainte. Donc moi j'espère que demain, avec tout le travail qui est en train d'être fait et l'accélération qu'il y a, on arrivera à avoir des beaux standards qui nous permettent de dire ok, voilà les gars la contrainte qu'on veut respecter. Et c'est aussi ça qui nous aidera, je pense, à aussi mieux prendre en compte le dilemme, la forme de dissonance entre performance et consommation de CO2. On va reparler mesures, mais avant ça, Margarita, on a commencé à parler de SPO, de header bidding. Est-ce que pour être vertueux en matière d'émissions carbone, il va falloir renoncer à certains inventaires, certains intermédiaires? Probablement. Je pense déjà qu'il faudra commencer par les analyser parce qu'on n'a pas tous souvent le temps, la possibilité de le faire. Mais effectivement, le SPO permet justement de faire cette partie-là côté achat, le header bidding plutôt côté effectivement sell side. Mais ne serait-ce que le fait de discuter avec les CSP, de connaître leur manière justement de gérer le trafic, de discuter avec les DSP pour savoir comment le SPO est géré. Maintenant, il y a des fonctionnalités aussi spécifiques au sein des DSP qui permettent d'aller chercher, effectivement, on parlait de chemin le plus direct, de chemin le plus efficace. Et derrière, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que parfois les coûts sont associés à ça. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de passer par des resellers qui passent par plusieurs redirects, mais qui sont moins chers qu'à d'aller en direct. Donc ça a aussi une influence sur les coûts. Donc il faut prendre en conscience aussi Edwin parlait de la performance. Donc performance associée justement à la gestion de ce type de pratique. Mais oui, je pense qu'il faudra nettoyer un petit peu notre chaîne de valeur. L'objectif premier du programmatique, c'était de simplifier. Alors, on est maintenant dans une chaîne qui est de plus en plus complexe et on y rajoute de plus en plus de complexité. Donc, je pense que oui, on a besoin de penser outils aussi. Donc là, on parle principalement de gestes côté opérationnel, donc capping, visibilité, etc. Mais il faut passer aussi côté outils. Et les double tracking, les triple tracking, les triple wrapping. Ça aussi, ça a une influence assez importante sur le nombre d'appels. Aussi, les partenaires par lesquels on passe en termes de SPO, c'est pareil, j'imagine en header bidding, je laisserai plus Baptiste en parler, mais je reviens aussi sur quelque chose qui est important. On parlait de ciblage tout à l'heure, notamment s'appuyer sur des ciblages qui sont moins gourmands, comme le contextuel. Ça aussi, ça en fait, surtout maintenant, les contextuels sémantiques, on a une exposition naturelle qui est beaucoup moins importante. Et donc, on peut aller chercher des chemins plus directs à des prix tout à fait raisonnables en termes de CPM pour allier et performance et empreinte carbone en même temps.
Baptiste, chez Media Square, cette question de la réduction un peu de la consommation électrique, vous l'avez adressée, hein, je crois, avec des pratiques tout simplement d'optimisation de Absolument, votre inventaire. absolument. Alors effectivement, le principe du programmatique, c'est aussi les enchères. Et comme on le disait tout à l'heure, plus il y a de participants aux enchères et plus potentiellement vous allez pouvoir générer de revenus. Nous, on est une régie. Notre ADN, notre mission, c'est de générer des revenus pour nos éditeurs. Donc on avait cette contrainte forte d'agir sans diminuer les revenus des éditeurs. Et aussi d'agir avec des choses qui soient opérables dans tous les outils. Et donc là où nous, on pouvait vraiment agir en tant que régie, c'était sur les appels qu'on va faire. Donc ne pas brancher n'importe quel bidder. Et ça, du coup, on a développé une solution qui nous permet de voir l'incrément que chaque bidder va apporter. Donc là, c'est déjà un premier niveau de filtrage. Donc à la question de ce qu'il va falloir filtrer, oui, il faut filtrer et on a des outils pour le faire. Et après, une fois qu'on a sélectionné les bidders, de ne les appeler que quand ils vont être pertinents. Et donc là, on a développé un outil de prédiction qui est capable d'émettre une sorte de note qui va dire « Ok, ça vaut le coup ou pas d'appeler le bidder X ou le bidder Y sur cette impression-là ». On a réussi à le faire en baissant de 25% les appels. Donc on cherche d'ailleurs des partenaires pour le mesurer. Pour mesurer le poids carbone de cette action, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on a diminué de 25% les appels, que ça a une efficacité. Donc là aussi, ça vient, alors pas trier les inventaires, mais en tout cas trier l'opportunité d'émettre cet appel et donc de moins gaspiller. Donc qu'on comprenne bien, dans cette chaîne d'enchères publicitaires, ne plus appeler des partenaires qui n'auraient probablement pas répondu positivement, c'est ça ? Exactement, sachant qu'un partenaire peut ne pas répondre positivement là dans la demi-heure qui va venir parce qu'il n'aura pas encore débuté sa campagne, mais dans une demi-heure, pour telle impression, sur tel navigateur, pour tel placement, là il sera à nouveau pertinent. Donc il faut être capable de le faire très dynamiquement pour ne pas perdre de revenus et ne pas juste faire une whitelist avec un label en disant lui il est bien et lui il est pas bien. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en tout cas, vous l'évoquez, 25% de réduction des appels simplement en mettant en place ce type d'outil. Ouais, tout à fait. Très bien. Théo, également, ça serait quoi les éco-gestes? Quelle intervention on peut faire au niveau des inventaires? Est-ce qu'il faut renoncer à certaines intermédiations, Il faut peut-être en effet, alors pas forcément renoncer, mais faire attention avec les partenaires avec lesquels on travaille. Alors, côté acheteur pur, on a un peu moins la main sur des outils comme le SPO et le bidding en direct. C'est pour ça aussi qu'on travaille énormément avec des partenaires DSP, avec les régies, etc. pour nous aussi donner notre avis, nos recommandations et ce qu'on aimerait faire demain. On a même des problématiques internes de se dire sur cette concurrence folle qui est développée via le header bidding, de dire même nous, entre collègues, entre même moi, mes campagnes, plusieurs campagnes que je gère, je vais peut-être me mettre en auto-concurrence sur certains inventaires. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avant même, dès le DSP, avant même le lancement de l'enchère, de faire des choix, oui, parce que ça fait des priorisations. Ça fait beaucoup de doublons. Exactement, il y a énormément de doublons déjà juste avec, on va dire, une personne, un acheteur et ses propres clients. Et ensuite, mis ça à ses collègues, aux autres trading desks, à tous les DSP, etc., etc. C'est-à-dire des actions qui avaient pour but d'optimiser évidemment des objectifs business. Là, vous vous rendez compte que c'est terrible en termes d'émissions électriques et carbone. Ah, exactement, ouais, c'est ça. Et donc, concrètement, comment vous allez trouver les solutions? On va essayer d'en chercher. C'est pas évident à mettre en place. J'aimerais bien apporter les solutions, mais pour l'instant, c'est pas évident. Mais c'est un petit cas de conscience qu'on commence à avoir en disant on a du mal, enfin, on a peu d'impact direct sur le SPO et le header bidding, nous, en tant qu'acheteurs. Quel impact on pourrait avoir en amont, peut-être? Qu'est-ce qu'on pourrait créer aussi pour aider à développer et améliorer toute la chaîne de valeur? En tout cas, choisir des inventaires qui sont plus transparents et qui communiquent évidemment sur ces éléments carbone. Exactement. Edwin, même question. Est-ce qu'il va falloir faire des arbitrages? La question est difficile, donc je rejoins effectivement Théo sur cette complexité-là. Après, en fait, j'ai envie de dire oui d'une certaine façon, parce qu'on a quand même des inventaires qui n'ont pas forcément des énormes aussi intérêts. Mais enfin, la trame de fond de ça, c'est aussi peut-être, je dirais aussi les revenus et les équilibres dans le marché, hein, parce que c'est marrant, on en parle un petit peu moins dernièrement, même si il y a quand même un gros déséquilibre sur qui capte la valeur sur le marché. C'est aussi ce qui met en tension beaucoup, je pense, les revenus, la monétisation côté peut-être éditeur. Je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais c'est une impression. Et en fait, du coup, on n'est pas forcément, on n'est pas outillé en tant qu'acheteur, ça c'est sûr, directement pour avoir une influence, je dirais,
sais pas si je peux dire N+1, mais en tout cas, on a des acteurs qui nous aident à pouvoir avoir des outils. Donc nous, par exemple, on travaille sur un protocole de test. Alors, ça dépend des plateformes qu'on active, évidemment. Alors, nous, on est vraiment multiplateforme, que ce soit social, vidéo, natif, display. Mais sur la partie plus programmatique sur laquelle, dont on parle aujourd'hui, donc display vidéo, on a certains acteurs qui nous aident à mesurer le nombre de nœuds, par exemple, à travers lesquels on va passer avant une enchère. Et c'est un peu l'œuf et la poule, on en parlait un petit peu, Jérôme, mais voilà, c'est montrez-nous que vous en avez besoin, que c'est un impact business pour qu'on fasse les choix, les arbitrages de développement. Donc, je pense que... Et pour faire le parallèle avec les discussions qu'on a eues tout à l'heure, la proximité des inventaires transparents, des inventaires de proximité pourrait demain être privilégiée ? Bien sûr, on l'a vu avant. Enfin, je veux dire, on parle du programmatique, hein, ça vient de l'invendu. C'était blind avant, énormément. Ça s'est vraiment amélioré de ce côté-là. On a toujours besoin d'un peu plus de transparence. C'est un marché très intermédiaire qui est donc du coup par définition très dur à aller rendre totalement transparent. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Je pense que c'est une opportunité. La partie environnement, pas que, puisqu'on est aussi structurellement avec des problématiques évoquées à demi-mot. On pourrait en faire une journée entière sur le cookie-less. Je pense qu'en fait, toutes ces contraintes, c'est positif, parce que ça va nous demander de vraiment réinventer un petit peu le système et le challenger un peu plus en profondeur. Et c'est ça qui va nous aider à faire ces arbitrages, je pense et j'espère. Alors Margarita a commencé à en parler, la question de la mesure, hein, c'est un sujet avec, tu disais, une triple mesure parfois sur certains inventaires. Sur certaines campagnes, oui. On peut se retrouver avec beaucoup de tracking qui succèdent parce qu'on a celui de l'annonceur, de l'agence, de parfois des wrappings à l'infini aussi. C'est ça. Alors est-ce que du coup, même question, est-ce qu'il va falloir demander à tous ces interlocuteurs peut-être de moins mesurer ou de se satisfaire d'un niveau de mesure plus faible qu'avant ? Alors, nous, en tant que trading desk, on a peu d'influence sur ce côté-là, parce qu'une fois que la campagne arrive chez nous, on est déjà au niveau de l'opération et c'était déjà passé par d'autres partenaires, mais c'est un travail que les agences ont tendance à commencer à faire de plus en plus. Et effectivement, il va falloir la prise de conscience côté annonceur, qu'au bout d'un moment, on ne peut pas traquer. Déjà, premièrement, cookie-less, on ne peut pas traquer comme on pouvait avant. Donc ça ne sert à rien de démultiplier les outils. Et deuxième chose, qu'il faut faire attention effectivement à tout ce qu'on met, parce que au-delà du fait que ça alourdit la créa et ça crée des latences et que ça crée des problèmes effectivement et de consommation énergétique et des problèmes côté éditeur, et Baptiste pourra en parler, ça crée aussi un nombre d'appels qui est à l'infini et qui surcharge toute cette partie-là. Dans ça rentre aussi le fait de certaines pratiques qui sont de lancer la même campagne sur plusieurs DSP en parallèle et de bider contre soi-même et donc de faire baisser le CPM au maximum pour chercher le maximum d'enchères. Du coup, ça, c'est des pratiques qu'on peut très facilement en fait gérer côté trading et typiquement, nous, on a un mono DSP pour chacune des campagnes, sauf effectivement si on est sur des objectifs complètement différents, sur des audiences différentes. Et si on doit utiliser plusieurs DSP, il faut penser à ça. Et si on doit utiliser plusieurs tracking, il faut penser à comment les réduire au maximum. Si on a un mesureur ad vérificateur, c'est pas la peine d'en utiliser encore deux dans la même chaîne ou de les mettre en cascade pour vérifier le premier avec le deuxième et le deuxième avec le troisième. Et du coup, peut-être que dans cette mesure, il va falloir aussi intégrer le bilan carbone demain, quand on aura des référentiels exactement. communs. Quand on aura, je pense que le premier pas pour moi en tout cas, c'est de trouver le référentiel commun. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de calculettes, ce qui est génial. Moi, je trouve ça vraiment super parce que je pense que c'est la première étape déjà d'une prise de conscience, c'est qu'on commence à avoir des calculettes pour avoir les outils. C'est pas parfait, mais ça va venir. Et on y travaille, en tout cas, ça viendra peut-être à jamais, mais on y travaille. Mais je pense que c'est le premier pas. Maintenant, je pense qu'on est à l'étape de trouver un standard commun pour qu'on puisse tous sur la chaîne de valeur parler le même langage. Ça marchera que si tous les nœuds de la chaîne programmatique y font des efforts, mesurent et optimisent. Parce que si ça tombe tout sur la fin de la chaîne, côté éditeur ou chez nous, en tant que trading desk et régie, parce que souvent, c'est ce qu'on nous demande, vous êtes comment, vous faites quoi, quelles sont vos actions, ça ne sera jamais suffisant. Il faut que ça parte du début, on a parlé tout à l'heure créa, agence créa, ad serveur,
utilisation de cloud, utilisation de la production des terminaux. Donc il y a beaucoup de maillons de la chaîne. Et donc mesurer, c'est le premier pas pour moi. Mais mesurer tous la même chose pour pouvoir après optimiser aussi sur la même base. Parce que là, chacun optimise de son côté, on a tous des calculettes, Bien sûr, ouais. et on optimise tous à notre manière. Il faut pas optimiser au détriment des autres. Exactement. Baptiste, un mot sur ces questions de mesure et de Oui, alors, KPI communs? effectivement, hein, comme le disait Margarita, là, il y a un focus depuis quelques jours, et comme le disait Marion tout à l'heure, c'est de plus en plus les éditeurs qui sont pas pointés du doigt, parce que tout le monde a sa part du fardeau. Il y a des solutions qui existent. Nous, on propose à tous les éditeurs du marché de venir en parler avec nous. On peut leur pousser notre solution. On a besoin qu'elle soit mesurée. Donc oui, il faut être raisonnable sur l'utilisation des mesures et pas vouloir tout mesurer tout le temps avec 1 milliard de partenaires différents, bien sûr, mais en même temps, sur l'action environnementale, si on ne mesure pas les économies sur le gaspillage, c'est pas très incitatif. D'autant que nous, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, il n'y a aucun revenu additionnel. Il n'y a pas vraiment de revenus qui sont fléchés vers les éditeurs les plus vertueux. Donc pour l'instant, c'est des actions qui sont complètement gratuites, même si on espère bien sûr que ça va aller flécher des revenus et des campagnes vers les éditeurs vertueux. Théo, sur cette question de la mesure? Je rejoins totalement ces points-là, je vais pas répéter les mêmes. Moi, je pensais, je vais reprendre le point sur le côté annonceur. En effet, c'est un peu le début de la chaîne dans un sens. C'est eux qui vont piloter leur campagne. C'est la performance, l'objectif généralement de campagne publicitaire. Je ne vais pas dire qu'il faut changer les objectifs, etc. Peut-être changer les façons de l'analyser. Tu parlais tout à l'heure rapidement de la partie last click, pas last click, post-click, post-view. Est-ce qu'une analyse plus post-view que post-click a un impact plus intéressant parce qu'on va peut-être réduire le volume d'impression? Pour générer des clics, généralement, il faut peut-être faire plus d'impressions. On ne peut pas forcément le mesurer encore. On espère que ce sera possible à un moment. Mais en effet, il faut que tous les acteurs de toute la chaîne de valeur se mettent d'accord et fassent un effort. C'est pas seulement à un acteur, à une seule étape de faire ça. Est-ce qu'il faut légiférer peut-être? Est-ce qu'il faut vraiment mettre des outils de mesure? Est-ce qu'il faut des CPM carbone, des choses comme ça qui permettraient peut-être, en effet, ça c'est quelque chose qui serait, comme tu disais, permettre de suivre, d'avoir au moins une vision, c'est-à-dire on pilote un KPI, un nouveau KPI qui est similaire pour tout le monde et qui peut se valoriser face au KPI classique de campagne qu'un annonceur va regarder uniquement. Et ouais, pourquoi pas, totalement, c'est un vrai sujet. Edwin, on a déjà commencé effectivement à parler du modèle de mesure quelque part qui va avoir un impact sur les actions des acheteurs. Il faut que ce soit cohérent. Tout à fait. Après, j'ai envie un peu de provoquer en disant ça m'est égal d'avoir un référentiel parfait et sur lequel tout le monde s'accorde. En fait, je trouve qu'on a déjà bien avancé et qu'on peut faire plein de choses déjà. Et en fait, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de basculer. J'entends plus ce type de remarques sur le marché, donc ça me rassure aussi d'une certaine façon, parce que on peut avoir tendance à avoir envie de tirer le fil sur plein de choses et d'être parfait, alors qu'en fait, on n'a pas ce luxe de devenir parfait et qu'en fait, il faut d'abord faire des efforts. Il y a urgence. Complètement. Donc c'est surtout ça, je trouve, qui est important et faut faire attention. Typiquement, je suis toujours précautionneux quand je vais parler avec des clients. Peu importe la technologie qu'on va utiliser sur la mesure carbone, on va essayer de dire, voilà, les référentiels vont évoluer. Donc mon indice aujourd'hui 100, elle sera pas le même demain, mais c'est pas grave. On a fait des efforts. Voilà le type d'efforts qu'on a fait. On est peut-être aussi au début un peu aussi de cette prise de conscience, donc on a besoin un petit peu d'étendard, de regardez, on a réduit ça, c'est bien, et en fait c'est marginal, c'est bien, chaque geste compte, hein, chaque dixième de degré compte, donc c'est une bonne chose, mais je trouve qu'on est dans un moment où voilà, on a suffisamment maturé le sujet, on le disait, le marché français est plutôt dynamique et je retrouve cette simulation qu'on avait du programmatique il y a une dizaine d'années, donc c'est super qu'on en soit là. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut essayer de rendre ça actionnable, tout simplement. Alors, je vais demander à tous les quatre peut-être un mot de conclusion. Margarita, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de votre intervention?
Beaucoup de choses. Pour résumer rapidement, je pense que la chose que moi me semble plus importante en conclusion, c'est qu'il faut qu'on soit tous impliqués sur la chaîne de valeur. On revient, effectivement, tout n'est pas parfait. Effectivement, on n'a pas encore des standards, on n'a pas le même langage, mais on est tous impliqués. Et en fait, c'est en intervenant sur chacun maillon de la chaîne qu'on va réussir à la fin à faire un vrai effet. Si on l'a qu'à un bout et pas aux autres, en fait, l'effet sera pas suffisant. Donc en fait, c'est une prise de conscience globale et je pense que nous tous présents, on a une responsabilité de pédagogie auprès de nos clients, que ce soit effectivement surtout les marketeurs et les annonceurs, pour leur faire comprendre qu'ils ont aussi une part de responsabilité et qu'il ne faut pas toujours attendre la tech va le faire ou les partenaires vont le faire, etc. Mais que ça commence déjà en amont. Je pense que ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est effectivement d'aller sur une réflexion. On parlait de mesures, il y a un point important dont on n'a pas parlé, c'est on parlait de ROI, on parlait de retour sur investissement, mais il faut aussi le voir par le prisme de utile. En fait, certes, je veux le maximum de ROI, mais derrière, qu'est-ce que ça engendre en termes de coût, en termes d'empreinte carbone? Donc en fait, de trouver l'équilibre entre les deux, peut-être revoir un peu sa manière de mesurer, revoir un peu ses KPI, de manière à pouvoir intégrer en fait ce CPM carbone, ou réfléchir à ce type de KPI qui vont permettre à l'annonceur aussi de se dire oui d'accord, mon ROI a un petit peu augmenté par rapport aux milliards d'impressions que je faisais avant à bas coût, mais derrière il y a aussi des effets positifs sociétaux. Très bien. Et Weborama sera là évidemment pour mener cette action de pédagogie auprès du marché. Merci Margarita. Baptiste, également un petit mot de conclusion. Oui, alors on l'a vu, tout le monde agit avec des gestes plus ou moins grands, plus ou moins importants. Je te rejoins là-dessus, oui, tout est important. Il y a beaucoup d'initiatives et c'est bien que tout le monde puisse se retrouver pour en parler et échanger sur qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait et comment on peut mettre tout ça en commun. Et en ça, le rôle de l'Alliance est vraiment très important parce que ça permet d'avoir une pièce, un espace où les gens peuvent échanger sur les bonnes pratiques et petit à petit, on va arriver à avoir un vrai résultat. J'en suis certain. Théo, également le mot de conclusion. Il faut en effet qu'il y ait des initiatives comme celle-ci continuent d'exister, tout le monde puisse se mettre autour de la table pour progresser. En plus de ça, peut-être garder ce côté un peu avance européenne, française qu'on peut avoir sur le sujet, en profiter et échanger. Donc non, voilà, c'est des efforts communs à faire, c'est des solutions à trouver, des nouveaux KPI, des nouvelles façons d'analyser. Je ne vais pas dire revenir en arrière sur le programmatique, mais peut-être s'inspirer de l'origine du programmatique pour changer nos façons de faire. Et réinventer la publicité digitale de demain. Réinventer, ça sera le mot de conclusion. Merci. Edwin, un mot de conclusion également. Moi, je dirais que c'est une bonne occasion de continuer à tirer le fil de la transparence. On progresse par petites étapes, par petits paliers. Donc, ça va être certainement une étape supplémentaire. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donnera dans les prochains mois, années, parce que je pense que ça peut faire du bien, ça peut assainir un petit peu l'écosystème dans lequel on est. Et après, vraiment, tout simplement, je dirais, faut passer à l'action, quoi. C'est tout simplement. Super, merci Edwin. On peut les applaudir. Il est déjà 10h30, alors on va zapper peut-être la partie Q&A. Merci en tout cas à nos 4 speakers. Adeline, peut-être on va dire un petit mot de conclusion et remercier les gens qui nous ont suivis aujourd'hui, à la fois dans l'auditorium du Monde et sur Internet. Des échanges très intéressants et cette volonté évidemment collective qui est propre à l'Alliance digitale. Bah oui, je crois que ça reflète bien l'ambiance des groupes de travail de la commission Sustainability. Donc, c'est vraiment hyper enrichissant tous ces travaux qu'on fait ensemble. Et puis, merci à tous les contributeurs et à tous ceux qui s'intéressent au sujet. Donc, n'hésitez pas à télécharger le guide. Et puis, c'est un truc vraiment pas figé parce que c'est... Comme le disait Arthur tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a fait de façon hyper humble et on sait que le sujet est complètement en construction. Il y a plein d'autres bonnes pratiques probablement à construire. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec le groupe de travail pour la suite de l'année. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, les sujets, ça va être nous faire des retours d'expérience aussi sur la mise en place de tous ces éco-gestes. Qu'est-ce que ça donne comme résultat chez vous? Est-ce qu'il y a des freins à lever? Comment vous arrivez à mobiliser et former les équipes aussi sur le sujet? Est-ce qu'il faut qu'on aide aussi sur ce thème-là? Et puis comment on mesure aussi aller plus loin dans quantifier justement
les réductions carbone et autres impacts environnementaux qui sont mises en place grâce aux éco-gestes. Donc encore beaucoup de travail, mais évidemment, on peut rejoindre l'Alliance Digitale pour contribuer collectivement à ces travaux. Avec plaisir. Bravo en tout cas à tous et à toutes. Merci Adeline. Et puis on souhaite une bonne journée de la Terre, peut-être, aux gens qui nous écoutent, parce que je crois que c'est demain. C'est demain, tout à fait. Très bien. Bonne fin de journée à tous et à tous. Au revoir. Merci.